L'opinion ou les réponses de nos panélistes sont des réflexions personnelles basées sur leurs connaissances et expériences professionnelles. Il est fort possible que leur opinion diffère de la vôtre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouvel épisode de l'Apport collectif. Balado aux 3 experts de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion contractuelle et de la logistique du secteur public ou municipal apporteront à la table de discussion leur point de vue sur différents enjeux et questions entourant la chaîne d'approvisionnement. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William de l'Université McGill et modérateur de ce balado dédié aux enjeux et défis de la chaîne d'approvisionnement du secteur public ou municipal. Pour cet épisode, nos panélistes aujourd'hui sont Maître Patricia Girard, assistante trésorière approvisionnement à la ville de Saguenay. Madame Marie-Michèle Boudria, directrice de la division des acquisitions des infrastructures et des projets industriels au service des approvisionnements de la ville de Québec. Et Madame Maggie Couture, directrice de la chaîne logistique à la ville de Montréal. Mesdames et messieurs, nos 3 panélistes partageront leur expertise, leur expérience et leur point de vue du thème de l'épisode. Leur contribution nous permettra d'approfondir notre compréhension et d'alimenter la réflexion collective. Panélistes, merci de votre apport au balado et sans plus tarder, commençons notre discussion. Pendant longtemps, le monde des approvisionnements a été perçu comme un univers technique stratégique et parfois rigide, mais aujourd'hui, une transformation profonde est en cours. De plus en plus de femmes occupent des rôles clés qui redéfinissent les pratiques, influencent les décisions stratégiques et insuffle une nouvelle vision du leadership. Un leadership qui ne se limite pas à l'autorité hiérarchique, mais qui repose sur l'influence, la collaboration, l'intelligence émotionnelle et la capacité à créer de la valeur durable. Dans un contexte où les chaînes d'approvisionnement sont plus complexes que jamais, où les enjeux ESG prennent de l'ampleur et où l'innovation devient essentielle, la diversité des perspectives n'est plus un luxe, c'est un levier stratégique. Aujourd'hui, nous donnons la parole à des femmes qui façonnent le secteur, qui brisent les plafonds de verre et qui incarnent ce changement. Parce que le leadership au féminin en approvisionnement, ce n'est pas une tendance, mais une évolution nécessaire. Panélistes, comme introduction, j'aimerais premièrement vous entendre sur votre parcours professionnel en appro, et malgré le fait que vous êtes aujourd'hui gestionnaire, avez-vous frappé un mur ou plutôt un plafond dans votre cheminement professionnel? Je vais y aller. Désolée, on s'était pas concerté à l'avance. Donc, je vais y aller. Alors, moi, mon parcours, j'ai commencé dans le domaine des approvisionnements quand je suis sortie de l'université ou à peu près. D'abord, un emploi de professionnel au gouvernement fédéral. J'y ai travaillé à peu près 5 ans. Puis pendant ce temps-là, je faisais ma maîtrise en administration publique dans l'optique éventuelle là, d'avoir un poste de direction. Évidemment, comme cheminement de carrière, là, il n'y avait pas d'urgence, mais voilà, donc je travaillais comme professionnelle en parallèle de faire ma maîtrise. Puis quand j'ai finalement obtenu ma maîtrise, donc 5 ans plus tard, j'ai décidé de commencer à regarder un peu les postes de direction. Et comme je travaillais en approvisionnement et que j'adorais le domaine, comme vous le savez, bien, je regardais des postes de gestion dans le domaine des approvisionnements, ce qui me fait atterrir au Cégep Limoilou comme coordonnatrice du service des approvisionnements et de la reprographie, qui est un poste de cadre là-bas. J'ai fait mes classes là, comme gestionnaire. J'ai appris un peu c'était quoi le métier et tout ça. J'y ai resté 2 ans pour ensuite changer de poste pour aller à l'Université Laval. C'est un transfert un peu latéral, si on peut dire, mais évidemment, comme l'organisation est plus grosse, bien évidemment, le poste est d'un niveau un petit peu plus élevé, mais c'est un poste qui consistait également à diriger l'équipe là, qui s'occupait de l'approvisionnement à l'Université Laval. J'y ai passé 6 ans et puis
j'ai pas connu d'embûche là, dans ma transition d'un poste à l'autre. Au contraire, j'ai pas postulé à 50 000 endroits. Je voyais ces postes-là comme étant des postes qui cadraient parfaitement avec mon profil, mon cheminement de carrière, puis un peu ce que je voulais faire. C'était des organisations aussi qui me parlaient beaucoup. Donc, j'ai donné mon nom et on m'a choisi. Bref, après 6 ans à l'Université Laval, j'ai déménagé géographiquement dans la ville de Québec et en allant chercher mes tréteaux pour réserver l'espace de déménagement, j'ai remarqué que le service des approvisionnements de la ville de Québec était à 2 pas à pied de chez moi. Alors, j'ai commencé à regarder si la ville de Québec cherchait des cadres dans le domaine des acquisitions. Et quelques mois plus tard, le poste que j'occupe actuellement a été affiché. Donc, sans postuler à 56 000 endroits, là, je voulais travailler là et j'ai réussi à travailler là tout simplement. Alors, un peu plate, mais mon cheminement a été assez facile. Là où je voulais aller, ça a fonctionné. Après ça, par contre, est-ce que j'ai atteint un plafond? Je ne sais pas. J'ai pas vraiment un plan de carrière prédéterminé. Donc, l'avenir me le dira. Marie-Michel, moi, je trouve ça intéressant. C'est quand même très bien cartographié, défini ton plan de carrière. Puis c'est très linéaire. Bravo. C'est arrivé où tu voulais assez tôt et rapidement dans ta carrière. Pour ma part, c'est complètement un coup de chance si j'ai atterri en approvisionnement. J'étais au début de ma carrière notaire. J'ai été notaire en pratique privée pendant 5 ans. J'ai eu une petite remise en question là au début de ma trentaine, comme plusieurs personnes, je pense, ou en tout cas trentaine ou quarantaine. Donc, je suis retournée faire mon barreau. J'ai atterri, moi, à la ville de Saguenay comme avocate, donc pas du tout prédisposée à faire de l'approvisionnement. Ça faisait peut-être 3 mois là, que j'étais à Saguenay que le poste de chef de division ici à l'approvisionnement s'est ouvert. Donc, ça semblait faire sens là, pour tout le monde, que comme j'avais un parcours en droit des obligations, que je poursuive puis que je prenne la chaise de chef de division. C'est vrai qu'en région, venir doter des postes en approvisionnement, c'est toujours un petit peu plus complexe que chez vous, peut-être Maggie à Montréal ou Marie-Michel à Québec. Donc, le bassin de professionnels qui est formé ou qui est compétent là, pour exercer en approvisionnement est quand même très restreint. Donc, on trouve des compétences similaires si on les développe. Fait que c'est un petit peu ça qui m'est arrivé. J'ai pas eu l'impression de frapper un mur dans ma progression, c'est-à-dire que là, je suis arrivée comme chef de division, le poste d'assistante trésorière s'est libéré par la suite que j'ai pris. Ça a été très, très naturel. J'ai envie de dire que j'ai misé toujours sur de la compétence que je détenais. J'ai travaillé fort, puis j'ai accédé par la suite à ces postes-là. Fait que j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Là, en étant constant, en livrant des résultats, ben les opportunités ont fini par arriver. Mais non, dans mon cas, un petit peu comme Marie-Michel, je crois, là, j'ai pas d'effet de plafond de verre. Il y a peut-être des gens qui sont passés avant nous qui les ont fait. Ben, dans mon cas, c'est peut-être un peu différent. J'ai peut-être un parcours du guerrier un peu différent. C'est sûr que j'ai quelques années derrière la cravate supplémentaire. Mais moi, quand je suis sortie de l'université en 92, j'avais terminé un bac en administration avec l'option GOP, gestion des opérations et de la production. On était dans les premières cohortes de l'UQAM à sortir là-dedans. On était 15 personnes, dont à peu près 3 femmes et le reste des hommes, évidemment. Moi, je suis allée par défaut. J'aimais pas le marketing, j'aimais pas les finances, j'aimais pas. Je me suis dit, ça a l'air terre à terre, il me semble que ça me ressemble, je vais aller là, je vais essayer ça. Puis j'ai commencé à faire de l'approvisionnement pas longtemps après. J'étais dans l'entreprise privée de 92 jusqu'à 2007 où j'ai fait le saut dans le municipal et où je suis depuis ce moment-là. Mais mon parcours du guerrier, c'est vraiment au début de ma carrière. Ça a été compliqué.
En 92, évidemment, on est tout près du deuxième référendum au Québec, l'exode des grands sièges sociaux. C'est un cours d'histoire, d'économie, mais il reste que il y avait très peu d'emplois disponibles. On était dans une récession, c'était difficile et ça a pris peut-être 2-3 petits mensonges blancs là, pour essayer de me trouver une place pour commencer dans mon domaine. Et sur 15 personnes, on est 2 personnes à avoir travaillé dans notre domaine, dans cette cohorte-là. Donc, j'étais quand même contente d'avoir tenu mon bout. J'ai commencé comme acheteur adjoint, puis aujourd'hui, je suis directrice de la chaîne logistique de la Ville de Montréal. Donc, le chemin, il n'était pas si linéaire que ça. Mais le bout que j'ai fait, j'ai monté les échelons un après l'autre, du début jusqu'à la fin. J'ai fait tous les postes en chaîne d'approvisionnement, autant de la logistique que du réapprovisionnement, de l'acquisition. J'ai fait du privé, j'ai fait du public. J'ai monté les échelons un après l'autre et je dirais que ça a évolué. On sentait, moi je le sentais que j'évoluais dans un monde d'hommes dans les années 90, surtout jusqu'en 2010, je dirais. On le sentait très, très fort là, qu'on était très, très minoritaire au niveau du féminin. Juste au niveau des municipalités, moi quand j'ai commencé en 2007 dans le municipal, on était très peu quand on avait des rencontres. C'était principalement masculin. Et on voit qu'en l'espace de 20 ans, le chemin s'est fait. Tu sais, aujourd'hui, je trouve ça génial de vous entendre parler, les filles, parce que tu sais, je pense que le but, c'était justement de mettre le maximum de gens autour des tables, de démocratiser cette profession-là, de la faire connaître, de travailler justement à faire en sorte que il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, de faire valoir l'importance de ça aussi dans nos organisations. Puis ce que je constate, c'est que ce chemin-là, quand je récapitule tout ce chemin-là, je suis fière de ça, puis je suis contente de ça. Puis aujourd'hui, je dirais que c'est sûr que du côté de l'acquisition, là, chaîne d'approvisionnement, acquisition, il y a beaucoup de femmes. Du côté de la logistique, c'est encore très, très, très masculin. On est rarement beaucoup de femmes dans la salle quand on rencontre les collègues, là. Oui, exact. À l'égard de la répartition homme-femme, là, si je me replace quand j'étais professionnelle, donc mon premier emploi, c'était à peu près équitable, là, le nombre de professionnels hommes versus le nombre de professionnels femmes. On était à ce moment-là peut-être autour de 2010, là, 2009, 2010. Puis là, je regarde aujourd'hui le comité de gestion du service des approvisionnements sur lequel je siège. On est tout féminin, sauf notre directeur qui est un homme. Donc moi, c'est ça, j'ai connu plus des environnements assez mixtes. Puis là, tu sais, la parité parfaite, je ne peux pas vous la garantir, là, mais tu sais, il y avait une bonne représentativité là, des deux. Et là, ben, on est dans un environnement qui a switché le plus au féminin, alors qu'avant que j'arrive à la Ville de Québec, le comité de gestion du service des approvisionnements était tout masculin, sauf notre directrice responsable de la gestion des stocks qui était une femme. Donc, ça l'a changé aussi beaucoup dans les dernières années. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a à Saguenay aussi, dans le sens que tous les gestionnaires que chez nous à l'approvisionnement sont des femmes, mais aussi tous mes employés actuellement du volet de la division approvisionnement sont des femmes. Il y a effectivement le volet inventaire là qui je dirais, mais quand même à une bonne parité. Là, j'ai autant inventaire logistique. Oui, j'ai autant de magasiniers hommes que femmes environ. Je dirais que ça s'équivaut. Oui. Puis on est en processus d'embauche, puis on a eu autant de candidatures femmes là, que de candidatures hommes. Fait que ça se démocratise, Maggie, grâce à des pionnières. Ouais. C'est bon. Avant. On est content. Mais c'est ça, Maggie, tu es plus logistique. Là, tu as vu un changement, tu as vu un shift qui s'est fait aussi. Là. C'est quoi la situation présentement en logistique? C'est sûr qu'en logistique, il y a un peu plus de femmes. J'ai fait une conférence à l'automne dernier et puis dans la salle, on était peut-être 150 personnes, mais il y avait peut-être 15 femmes. Mais dans ces 15 femmes-là, c'était des femmes qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, je vais dire ça comme ça. Puis à la fin de la rencontre, parce que j'ai fait la conférence, à la fin de la rencontre, ils sont venus me voir parce que pour eux autres,
c'est pas souvent qu'ils vont rencontrer quelqu'un qui, ça fait longtemps qui est dans le domaine. Mais j'étais contente de voir que les femmes commencent à entrer dans ce milieu-là. Moi, je crois beaucoup à l'homogénéité, là, au mixage de tout ça. C'est tellement important là, de s'assurer que justement on travaille ensemble, on voit les choses des fois un peu différemment, puis de mélanger tout ça, c'est tellement riche. Donc, nous aussi, on a de plus en plus de femmes. Patricia, tu disais tantôt, ça va aussi de mieux en mieux chez nous au niveau de l'équipe de direction de la chaîne logistique. On est rendu à parité. Au niveau des magasins, c'est pas le cas encore. Au niveau des professionnels, ça va bien. Donc, il y a un travail qui se fait là aussi. On tend la main, on essaie de voir, mais c'est sûr que c'est encore chez nous majoritairement masculin là, sur le terrain. Panélistes, question pour vous. Moi, comme minorité visible, quand je commence à travailler dans une organisation, j'aime ça regarder la représentativité de ma communauté, puis je me pose des questions des fois. Par exemple, je travaillais dans une organisation où il y avait à peu près 100 acheteurs. On était à peine, 4-5 minorités visibles. Puis là, tu te poses des questions. Pourquoi? C'est pas représentatif de la réalité. Vous, est-ce que vous avez la même réaction quand vous entrez dans une organisation et vous voyez que ce sont juste des hommes? À l'inverse, la question pourrait se poser aujourd'hui, hein, pourquoi que des femmes maintenant en approvisionnement ou majoritairement des femmes? Donc, je pense que la question est plus profonde que ça, là. C'est pourquoi que des hommes avant, pourquoi que des femmes pratiquement maintenant? Moi, j'ai pas la question, mesdames. J'ai pas la réponse. En acquisition, mon hypothèse, c'est qu'à une autre époque, on était moins dans la paperasserie, je vais appeler ça comme ça, hein? En fait, de rédiger des appels d'offres, d'être dans la minutie, le souci du détail. On était plus dans la négociation, dans du transactionnel. Ça, ça m'apparaît être peut-être plus une discipline masculine versus une discipline qui relève un petit peu plus de l'administration, rédiger, analyser, le souci du détail, qui m'apparaît peut-être des petites caractéristiques qui plaisent plus aux femmes qu'aux hommes. Donc, peut-être ce switch-là vient de là, mais encore une fois, nous, à la Ville de Québec, il y a une parité dans les professionnels entre les hommes et les femmes. Donc, je pense pas que la vapeur est complètement renversée, puis grand bien nous fasse, là, c'est très positif là, qu'il y ait une parité. Mais il y a peut-être ça qui a changé dans le temps, tu sais, la nature de la fonction, en tout cas dans le domaine des acquisitions, est très différente avant que, mettons, dans un univers pré-LCOP, par exemple, versus l'univers dans lequel on est présentement. Je pense que même le souci d'avoir des équipes, je vais dire mix, mais mix dans tous les sens, mix dans de la provenance, mix en genre, mix en tout. On est chanceux quand même au niveau je vais parler des municipalités, il y a beaucoup de programmes justement d'équité interne, justement pour tendre un peu la main, puis je crois que ça a fait sauter là quelques barrières, puisque un peu forcé c'est sûr qu'on peut pas forcer les CV, tu sais, des fois on me dit mais comment ça se fait que t'as pas engagé plus d'eux ou moins d'eux, ou mais si je reçois pas de CV, je peux pas aller chercher chez eux non plus, mais on sent qu'il y a une sensibilisation qui se fait, puis ça enlève le côté d'inquiétude de l'inconnu, hein, de se retrouver face à des gens auxquels on est peut-être moins habitué, que ce soit un homme face à une femme ou face à une minorité visible ou peu importe. Je pense que ça, ce petit plafond-là, moi, je le sens plus personnellement maintenant. Je l'ai senti, puis peut-être que Montréal, c'est sûr que nous, on a une tonne de programmes qui facilitent ça. Puis en même temps, moi, je l'ai moi-même constaté, là, la richesse des échanges, la richesse des discussions en général, comprendre d'où les gens viennent. C'est tellement le fun d'entendre parler des expériences que, tu sais, c'est plus quelque chose qui me surprend, comme ça m'a, moi aussi, surpris il y a peut-être X temps, dizaines d'années, mettons. Fait que même au niveau des femmes, je pense que le chemin est un peu plus ouvert, plus facile. Le plafond, je le sens
beaucoup moins, presque plus. On n'a plus non plus le genre de remarques qu'on avait avant. Tu sais, moi, je suis de l'époque où, dans ma première job, je me suis fait dire de mettre des jupes plus courtes puis de me maquiller davantage si je voulais une promotion. Tu sais, c'est de genre de répliques où tu regardes ton patron, puis moi, j'étais pas trop barrée, là, où j'y ai répondu assez sèchement. Mais c'est le genre de choses que tu te faisais dire dans les années 90 ou de est belle ta jupe, je la relèverais bien un peu. C'est le genre de commentaires complètement inappropriés qu'on ne vit plus aujourd'hui et heureusement, mais que moi, je me suis fait dire fréquemment dans le passé. Et c'est là que je comprends le changement social qui s'est installé de 90 à aujourd'hui. On parle de 30 ans, X, là, ish. Moi, je le sens parce que j'ai vécu plus que ça. Puis ça surprend quand tu as 22 ans, puis tu te fais dire ça, puis que tu dis, ben j'ai étudié 3 ans à l'université pour me mettre du rouge à lèvres. Et c'est là que tu te mets aussi à réfléchir à ça va être quoi ton style de gestion à toi? Qu'est-ce que tu vas faire pour être capable de prendre ta place, puis de faire en sorte que les gens te prennent au sérieux et que tu n'es pas juste une jupe puis du maquillage, mais tu as un cerveau capable de penser, capable de dire, capable d'analyser. Puis je vous le dis, la marche est gigantesque là, par rapport à ce qui était là au début là. Ça frappe l'imaginaire, mais c'est vrai et c'était vrai. C'était le quotidien tous les jours. Puis, tu sais, juste ça, c'est beaucoup de changements. Puis ça, je vous parle là, des derniers événements, c'était en 2010, là. Ça fait pas 35 ans de ça, là. Donc, ça vient quand même te chercher, là. T'oublies pas ça, ces affaires-là. Ah, je trouve ça fascinant. Je touche du bois, là, mais je suis extrêmement contente de ne pas avoir vécu ce genre de commentaires-là dans ma carrière professionnelle parce que ça saisit puis ça peut déstabiliser aussi. Oui, puis freiner aussi la volonté de vouloir progresser dans l'entreprise et même vouloir y rester. Je dirais même plus quand ton patron te passe des commentaires de la sorte. C'est un bon call pour s'enfuir. Quand tu te fais dire que tu n'auras jamais de promotion parce que ton linge n'est pas assez beau, ben c'est sûr que tu dis, ben écoute, je sais pas, c'est pas pour ça que je suis là. Ben fait que, mais ça prend quand même un front de bœuf pour dire, ben ok, comment je vais me promener dans ce parcours-là, puis me dire, gars, je m'en fous, moi je vais faire ma place, puis je vais jouer du coude, puis je vais y arriver pareil. Mais ça a été des années quand même difficiles, là. On te parlait plus de tes cheveux que tes idées, mais tu sais, c'est sûr que ça aussi c'est fatigant. Mais ça c'est pas si loin que ça, là. On l'oublie, là, mais c'est pas si loin que ça. Tu sais, c'était le 8 mars, hier, c'était la journée du droit des femmes. C'est une journée que moi, je trouve extrêmement importante et qui me tient à cœur parce que ce parcours-là, pour moi, il est gros, là. Il est gros, puis je m'en suis fait dire des affaires, tu sais. Mais ça, c'est là que les questionnements arrivent. Comment je vais me positionner comme gestionnaire? Qui je vais devenir comme gestionnaire? Quel genre de leader j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de véhiculer comme message? Ben oui, ça vient encadrer là, toute ta personnalité, puis ce que tu as envie de dire, comment tu as envie de le dire. C'est fou, là. Mais parlons de leadership. Bravo, Maggie. Patricia, excuse-moi. Je voulais juste dire un gros bravo à Maggie là, pour t'avoir poursuivi dans ces conditions-là. Puis effectivement, là, comme dit Marie-Michel, de pas avoir changé, puis d'avoir décidé quel genre de personne que tu voulais être, quel genre de gestionnaire tu voulais être là-dedans. Là, effectivement, tu sais, Marie-Michel et moi, on se présente, puis on l'a eu un peu facile, là, mais comme j'ai dit tantôt, là, clairement, c'est parce qu'il y a vraiment pas si longtemps, il y a des femmes comme toi qui sont passées avant puis qui ont briser ces stéréotypes-là, puis qui ont contribué à nous faire de la place finalement après. Fait que bravo, merci. Ben, merci. Absolument. Moi, j'avais le goût de dire merci. Tu m'as précédé, mais tout à fait. C'est grâce à des gens comme toi qu'on est là, puis qu'on a notre place. Mais là, en termes de leadership, c'est mentionné Maggie, est-ce qu'il y a des moments où vous avez senti que vous deviez adapter votre style de leadership pour être pris au sérieux? Est-ce que vous avez senti que, oh boy, OK, comment mon approche pour cette situation-là, je dois changer, je dois m'adapter à l'environnement
afin que ça passe. Est-ce que vous avez déjà senti une situation de la sorte? Ben, en fait, dans le milieu municipal, puis là, Maggie et Marie-Michel viennent du même milieu, fait que vous allez sûrement comprendre le référent. Ben, on touche des domaines qui sont historiquement masculins. On achète des véhicules, on achète de la machinerie, on gère des cas de travaux publics, la construction, on fait affaire avec des ingénieurs. C'est sûr que moi, arrivé dans ce contexte-là, jeune trentaine, remise en question de ma vie, j'ai été notaire, toute tranquille. J'arrive, je suis avocate, j'ai aucune expérience technique, mais tu sais, pas la moindre. Je sais même pas si j'avais déjà vissé quelque chose avec une drill. Bref, je me suis retrouvée dans des rencontres où j'étais souvent la seule femme autour de la table, mais à cette époque-là, parce que tu sais, puis même encore aujourd'hui, ça arrive, on est souvent pas 12 représentants de l'approvisionnement. Quand on fait des rencontres un petit peu plus stratégiques avec des gens de la construction, du service des immeubles, du service de génie, ça arrive encore où je suis la seule femme autour de la table, parfois encore la plus jeune. Ça tend de moins en moins, mais encore parfois la plus jeune. J'ai l'impression qu'il fallait que je démontre rapidement que j'avais ma place. Là. Le défi, c'était pas juste un défi technique, là, d'être capable d'expliquer des choses techniques parce que c'est pas à ça qu'on s'attend de nous, mais c'est plus au niveau des perceptions. Ah, regarde la petite jeune, tu sais, elle arrive ici avec ses grandes stratégies d'approvisionnement, tu sais. Je vous dirais que ce qui m'a aidé de mon côté, puis je sais pas si c'est votre cas à vous, là, mais c'est de pas avoir peur de poser des questions. Au lieu de faire semblant de tout comprendre, j'ai tout le temps posé des questions pour bien saisir tous les aspects techniques des dossiers, permettre de les... Puis après ça, tu sais, en venir à le maîtriser, être en mesure de challenger, d'orienter la prise de décision. Fait que avec le temps, ben, tu sais, de les équipes techniques se rendent compte que bon, les questions sont pertinentes, puis l'analyse qu'on en fait ou qu'on en déduit est pertinente. Fait que je vous dirais que c'est un petit peu ça, là, la façon dont j'ai adapté le discours ou j'ai orienté les rencontres. Exact. En fait, un peu à l'image de ce que tu viens de mentionner, Patricia, c'est sûr que dans un dossier d'approvisionnement, quand on se retrouve dans une table qui est principalement masculine, je sais que mon approche est différente, mais je serais pas capable de dire qu'est-ce qui est différent. C'est plate, là. Puis c'est pas aidant peut-être pour les gens qui écoutent, mais je sais que j'ai peut-être un ton un peu plus... je sais même pas comment le dire, mais j'ai un ton différent que dans une approche où, dans une rencontre où on est à parité ou où on est dans des domaines peut-être un peu plus féminins là, dans le type d'acquisition que l'on fait. Mais je ne saurais dire qu'est-ce qui change, mais bref, dans un environnement masculin, peut-être au niveau du ton, l'approche, je sais pas, il y a de quoi de différent, c'est sûr, mais je pourrais pas mettre la main sur le bobo. Ceci dit, ma crédibilité, moi aussi, je l'ai forgée beaucoup en posant des questions, en m'intéressant à qu'est-ce qu'on achète, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est quoi nos objectifs comme organisation, pourquoi on est là, et puis en maîtrisant bien les dossiers, ben c'est comme ça que tu gagnes en crédibilité parce qu'en maîtrisant bien tes dossiers, ben tu arrives avec des conseils qui sont pertinents, judicieux, à point et utiles pour tes interlocuteurs. Donc, à force de donner des conseils intéressants, éclairants, aidants, ben c'est là que tu gagnes en crédibilité puis ton leadership se renforce. Puis c'est ça à la fois pour la clientèle, mais aussi pour mes équipes d'employés. Tu sais, à force de bien les conseiller, bien les soutenir, bien les supporter, ben c'est comme ça que mon leadership là s'accroît puis que je sens que je gagne le respect de mes interlocuteurs. Ça devient, ça change le discours sur la question de c'est-tu une femme compétente à c'est-tu un professionnel ou une professionnelle compétent ou compétente? Hein? Donc, on transfère ce discours-là. C'est pas une question d'homme ou de femme, c'est une question de compétence, point. Moi, je me suis fait dire au début de ma carrière souvent, t'as plus de couilles que bien des hommes.
Puis je me suis demandé, puis tu sais pas, au début j'ai pris ça comme un compliment en me disant je suis en train de prendre ma place, c'est correct. Puis à un moment donné, je me suis mis à réfléchir, puis je me suis dit ça prend-tu vraiment ça pour bien gérer, parce que j'en aurai jamais là. Fait que comment on devient, comment on est une femme gestionnaire, comment on personnifie le courage ou être décidé, être déterminé, comment on le fait voir sans ça. Puis honnêtement, je pense que pendant un moment, j'ai tenté de gérer comme un homme, je vais dire ça comme ça, où je me suis un peu calquée à un leadership plus masculin. Puis je dirais que ça a pas duré si longtemps, là, peut-être 10 ans. Puis après ça, je me suis dit, moi, j'ai envie juste d'être moi, tu sais, puis je pense que ça peut faire la job pareil. Et puis là, je me suis pas mis à penser, est-ce que je gère comme un homme ou comme une femme? Je vais gérer comme moi, je pense qu'il faut que je gère. C'est quoi mes valeurs profondes? Des valeurs d'éthique, des valeurs humaines, des valeurs de qualité, des valeurs, et c'est ça qui drive mon show actuellement. Je dirais que ça fait déjà plusieurs années que je pense que je suis la même personne, peu importe avec qui je suis. J'ai appris à me faire confiance. Je fais confiance à mon instinct et qui m'a jamais trompée vraiment, qui m'a permis de me rendre où je me suis rendue par des chemins parfois compliqués. Mais aujourd'hui, je ne gère plus ni comme un homme ni comme une femme, je gère comme moi. Et en gérant comme moi, je suis fidèle à qui je suis en tout temps, peu importe les gens qui sont autour de la table. Et puis, ce que je trouve intéressant, c'est lors de la conférence, justement, à l'automne dernier, je fais une présentation et je me fie vraiment à mon instinct. Je suis en avant, je parle de logistique. Je suis la seule conférencière femme sur les 12 personnes qui vont présenter sur 2 jours. Et à la fin de la rencontre, il y a un grand monsieur, 6 pieds 3, qui est venu me voir puis il m'a dit, il y a personne qui m'a jamais parlé de logistique comme ça. Personne dans toute ma carrière. Alors, je me suis dit que il y avait de la place pour plein de sortes de leadership. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, l'important, c'est qu'on soit nous, puis qu'on le fasse avec conviction. Puis sincèrement, ça donne des angles tellement riches pour les gens qui écoutent que ça me réconforte dans ce qu'on réussit à faire par la suite. Puis honnêtement, ça, c'est pas loin là, comme exemple, mais ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, tu t'es toujours fié à ton instinct, continue de le faire, tu sais. Puis c'est probablement le conseil que quand les jeunes filles sont venues me voir à la fin de ça, ils me demandaient des conseils, tu sais, pour ci ou pour ça. Moi, je leur ai dit, faites juste pas vous dénaturer à travers qui vous êtes. Tu sais, vous avez le droit d'avoir vos idées, vos opinions et votre propre style de leadership. C'est pas attaché à un genre, c'est pas important ça. Et je pense que c'est la clé pour justement se sentir bien dans ce qu'on fait tous les jours. Puis je pense que le féminin apporte un côté peut-être un peu plus humain à certaines sphères. Et c'est là que le mélange entre souvent le masculin qui est très cible, très résultat, le féminin va aller avoir la cible, le résultat, mais un côté humain aussi. Il y a un mélange de tout ça qui crée quelque chose de bien complémentaire. C'est ça qui est bien le fun. Ah, dans ce que tu as dit, Maggie, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Là, jouer une game, là, quand on n'est pas dans l'authenticité, là, on est dénaturé, puis on n'est pas heureux parce qu'on a un rôle à jouer, puis on n'est jamais ancré dans une position dans laquelle on est confortable. On essaye tout le temps, OK, ça correspond-tu au personnage que j'essaye de jouer? Exact. Donc, on est trop hésitant. Donc, on donne pas le 100% de nous-mêmes. On essaye juste d'incarner un personnage qui est pas nous. Donc, ça, je recommanderais à personne d'essayer de jouer une game. Posez-vous effectivement les questions. Qu'est-ce que vous voulez incarner comme gestionnaire? C'est quoi qui est important pour vous? Puis, fiez-vous à votre instinct. Puis, si on vous a choisi, c'est parce que votre profil dénotait des compétences fortes dans tel créneau, qui sont les créneaux que votre employeur recherche. Donc, ne vous dénaturez pas parce que vous correspondrez plus à la personne qu'ils ont voulu choisir. Vous n'allez pas être heureux.
Aussi, parce que chaque jour va être un calvaire à essayer d'incarner quelque chose que vous n'êtes pas. Et vous allez avoir de la misère à prendre de bonnes décisions parce que ce ne seront pas vos décisions, c'est les décisions de votre personnage. Wow. De toute façon, si on est trop ferme, en disant on va gérer comme un homme, on va être trop ferme, ben là, ça sera pas mieux, on va être trop autoritaire. Si on gère comme une femme, ben là, on deviendra trop douce, pas assez ferme. Trop sensible. Donc, aussi bien se respecter, d'être soi-même. J'aime que tu dis, si tu essaies de gérer comme un homme, est-ce que tu risques de te faire critiquer par tes pairs pour dire qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu peux pas gagner, là. Mais tu sais, je vous ramène dans une zone où il y avait beaucoup moins d'emplois, où il fallait se trouver une place, où il fallait trouver fallait se mouler un peu dans un carcan qui était différent, on n'était pas dans la multiplication des emplois là, comme il y a eu dans les 10 dernières années. Donc c'est sûr que ça forçait tu faisais pas ce que tu voulais. Tu faisais ce qu'il faut pour garder ta job. Puis c'est pas le même contexte, ça te forçait à rentrer dans des moules des fois qui étaient pas tellement confortables. Puis mais quand même, effectivement, c'est pas confortable. Et puis ça t'apprend beaucoup sur toi aussi. Tu te dis OK, ben non, moi je suis pas bien là-dedans, c'est pas ce que je veux pas faire ça comme ça. Puis tu te rends compte que quand tu t'écoutes, ça marche pareil. Fait que tu finis par dire que je vais continuer de m'écouter plus. Puis c'est sûr que le marché de l'emploi a changé là, en 30 ans, mais ça a été ça au début. Les gestionnaires femmes, il n'y en avait pas tant que ça. Là, je vous dis, on était 2 dans les 15. Là, fait que c'est sûr que t'es enseveli là, en dessous d'une façon de faire puis t'as de la misère à faire sortir la tienne. Là. Fait que c'est complexe. Panéliste, dernière question avant la pause. Est-ce qu'il y a eu un moment charnière dans votre carrière où vous avez réalisé que vous exerciez un leadership d'influence? Que, de par vos agissements, vous avez vu que, je sais pas, vos employés ont monté ou ont suivi vos pas. Est-ce qu'il y a un moment là que vous avez dit, oui, c'est grâce à mon leadership que cette personne-là a monté, ou est rendue où est-ce qu'elle est présentement? Ben, je peux peut-être me lancer. J'ai envie de dire, moi, que cette prise de conscience-là est pas venue rapidement. J'ai longtemps sous-estimé l'impact que j'avais autour de moi. Puis je pense que ça a attrait avec le fameux le fameux concept de l'imposteur là, qui me suit encore par moments malgré tout. J'ai envie de dire que je pensais juste faire mon travail. Puis, tu sais, on se rend compte, que les collègues, les partenaires, les gens viennent vous consulter, posent des questions. Puis qu'on se rend compte avec le temps de l'influence qu'on a, puis du fait qu'on est une personne ressource, puis que les analyses qu'on a, puis que l'analyse qu'on fait des situations a de la valeur, puis que les autres se fient à notre jugement. Fait que moi, ça a été quand même un apprentissage dans le temps. Puis je pense que l'apprentissage, c'est de se faire confiance autant que les autres nous font confiance. Finalement, on se dit souvent qu'il faut qu'on prenne notre place, mais souvent on occupe déjà la place qu'on doit prendre. Tu sais, juste reconnaître qu'on est là, puis que qu'on la mérite finalement cette place-là. Je pense que c'est quelque chose qui s'est fait dans le temps de mon côté. Oui, un peu à ton image, Patricia, puis malgré que j'ai pas nécessairement un syndrome de l'imposteur dans le domaine des approvisionnements, parce que c'est ça mon cheminement de carrière, c'est peut-être une humilité, je sais pas, mal placée ou appelez ça comme vous voulez, mais moi aussi, je pense que c'est grâce au... dans le fond, le reflet un peu que les gens me font... plus ils viennent, tu sais, dans le fond, ce qui me fait dire, OK, j'exerce probablement un leadership d'influence positif, c'est parce que les gens, à la fois mes employés, à la fois la clientèle, peu importe, viennent me voir, me posent des questions, s'intéressent à mon point de vue sur tel sujet, me demandent conseil, me demandent du coaching. Aussi, on m'invite à participer à des comités, à prendre plus de place dans certains dossiers. Donc, c'est ce qui fait en sorte que je me
me rends compte, ben OK, probablement que j'exerce un leadership important, intéressant pour eux. Donc, c'est un peu les choses qui me font, qui m'ont fait réaliser que j'avais une certaine influence. Ou sinon, ben, c'est les employés qui viennent me le dire. Je te regarde beaucoup aller, je trouve ça intéressant, telle affaire, telle affaire. Alors, mais par contre, je sais pas, probablement une humilité mal placée, mais si on vient pas me le dire, je suis pas sûre que je penserais que ça vient de moi, ce leadership d'influence-là. Je pense que généralement, je pense que les femmes ont de la difficulté à se trouver bonnes. Ouais. Je vais dire ça comme ça. De la difficulté à se trouver bonne, de la difficulté à se mettre en valeur comparativement à nos collègues masculins. Je trouve qu'on a le droit, on se donne pas assez le droit de prendre l'espace public, de prendre plus de place en général. Moi, je pense que dans les premières fois où j'ai réalisé que j'avais du leadership, je me rappelle à un moment donné, on était en train de faire quelque chose, puis je comprenais pas trop où est-ce qu'on s'en allait. Puis moi, quand je comprends plus rien, à un moment donné, je me dis, je vais faire comme je pense, puis ça donnera ce que ça donnera. Puis à un moment donné, tu commences à faire ce que tu penses, puis à un moment donné, tu te tournes de bord, puis tu te rends compte qu'il y a 5-6 personnes qui se sont mis à te suivre, puis à un moment donné, c'est 10, puis à un moment donné, c'est 12. Puis là, tu te dis, pourquoi ils me suivent? Parce qu'ils me font confiance. Pourquoi ils me font confiance? Je dois dégager quelque chose qui les rassure quelque part. Fait que tu te dis, OK, ce leadership-là, si la transparence amène aussi la confiance et le leadership en général, moi, je pense que c'est là que j'ai réalisé. Je comprenais pas c'était quoi avoir du leadership jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y a des gens qui faisaient comme moi. Puis ça, pour moi, ça m'avait beaucoup surpris parce que je comprenais pas pourquoi ils avaient décidé de faire comme. Et c'est là que j'ai réalisé que, OK, j'ai plus de pouvoir que je pense. Quel est le pouvoir que j'ai? Et après ça, qu'est-ce que je vais en faire? Qu'est-ce que je vais faire de ce pouvoir-là? Comment je vais le développer? Comment je vais faire en sorte de l'utiliser positivement? Parce que ça peut être utilisé de plein de mauvaises façons aussi. Comment je vais le redonner, pas juste à mon organisation, mais à moi aussi, pour ma carrière, pour mes collègues, il y a quelque chose là-dedans de très, comment je posais ça, ça fait un peu peur aussi quand tu te mets à penser à ça. Il y a pas si longtemps, il y a un employé qui est venu me voir puis il m'a dit, Maggie, je voulais te remercier parce que tu m'as beaucoup aidé, à monter dans l'organisation. Puis c'est un nouvel arrivant au Québec puis il m'a dit, parce que tu m'as aidé, j'ai réussi à acheter ma première maison avec ma petite famille. Elle est pas grosse, mais c'est ma petite maison à moi, tu sais. Et ça m'a frappé aussi, puis ça vient te chercher parce que tu dis, ce grand pouvoir-là, il est beaucoup autour de toi, là. Il prend beaucoup de place. Oui. Et ça fait peur un peu, ça, quelque part. Et ce vertige-là, je pense que nous, les femmes, on le sent peut-être un petit peu plus. Si je regarde mes collègues masculins, ça les borde un peu moins, tu sais. Je pense que moi, ça me borde plus quand on se met à me parler de coupure, quand on se met à me parler de restructuration. Pas que je suis pas capable de le faire, je suis capable. Mais je suis capable de penser 2-3 coups en avant. Je vais impacter une famille, je vais impacter un père de famille, je vais impacter un voisin, je vais impacter... et tout ça, c'est très... je dirais pas lourd, mais c'est quand même, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup, puis je pense que c'est ça qui fait de notre leadership un leadership assez complet, parce qu'on voit beaucoup à 360 degrés. Moi, je trouve que c'est une qualité qu'on a dans le style de leadership qu'on peut apporter. Merci, panélistes. Ceci complète la première partie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement à notre chaîne YouTube et suivez l'Apport Collectif sur Spotify, Apple Podcasts et Instagram. Tous les épisodes de la saison 1 et 2 sont disponibles sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music et d'autres plateformes bien connues. Et quant au prochain épisode de l'Apport Collectif, celui-ci sera disponible le 20 avril. L'épisode 8 mettra en vedette Maggie, Nancy et Amélie. Soyez des nôtres et faites partie du mouvement. Panélistes, continuons la discussion quant à l'évolution du rôle des femmes dans le secteur de l'approvisionnement, un domaine encore marqué par des enjeux de parité et d'accès aux postes décisionnels. Comment le leadership féminin contribue-t-il concrètement à transformer les pratiques en approvisionnement?
Peut-être à l'égard de la relation avec les fournisseurs, peut-être que le leadership féminin a amené une approche un petit peu plus de collaboration dans la relation d'affaires que les organismes cherchent à avoir avec leurs fournisseurs. C'est-à-dire qu'on ne cherche plus là, à une relation gagnant-perdant, mais plus à ce que les deux parties sortent de la relation d'affaires en étant gagnants. Donc, autant dans la négociation que dans la relation tout au long de l'exécution du contrat, c'est ça, on est plus dans de la collaboration. Puis je pense que la collaboration, c'est une caractéristique là, de leadership féminin. Donc, ça se retrouve aussi beaucoup en tout cas, moi, personnellement, dans mon style de gestion avec mes employés, quand on a un projet, une idée, tu sais, je cherche à ce que tout le monde s'implique, puis que c'est pas juste moi qui va décider voici comment qu'on va exécuter telle ou telle affaire. Je cherche à ce que les solutions, les idées, l'innovation viennent des employés. Ben, c'est un peu ça aussi qu'on cherche à faire là, dans notre relation avec les fournisseurs. Oui, Marie-Michel, tu me voles les mots de la bouche. Ça, j'aurais dit exactement le même cadre. En fait, les femmes, je trouve qu'on a une vision moins hiérarchique traditionnelle, plus un mode de gestion horizontal, là, c'est-à-dire que si on veut faire participer les employés, faire participer les parties prenantes, histoire d'avoir un consensus plutôt que d'imposer une prise de décision. Ça, je pense que ça modifie les pratiques d'approvisionnement positivement. Hein. On profite vraiment des compétences, des connaissances de tout le monde. Ça permet aussi la créativité. On prend les idées de tout le monde, puis on choisit la meilleure décision plutôt que d'imposer la décision d'une seule personne là, qui se trouve à être seule en autorité. Fait que je pense qu'effectivement, le leadership féminin a ces éléments positifs-là. Moi, j'ajouterais, je pense que l'écoute fait partie de nos cordes féminines, une écoute réelle et profonde, de prendre le temps de s'asseoir pour écouter les besoins, écouter les contraintes, écouter aussi qu'est-ce qui se passe en dedans. Des fois, ça va pas, comment les équipes vont, comment ça se passe. Je pense que cette écoute-là, elle amène quelque chose de différent dans le quotidien de l'approvisionnement. Et je crois que les femmes ont apporté ça. Je veux dire, de prendre le temps d'écouter et de pas formuler des réponses tout de suite ou de tomber aux solutions pour aller vers une cible ou des résultats, mais d'évaluer peut-être des options plus larges, des façons de voir différentes, de prendre le temps de bien mesurer les contraintes. Moi, je pense que c'est quelque chose c'est une couleur qu'on apporte au leadership de nos organisations. Que peuvent faire les organisations pour favoriser davantage l'accès des femmes à des postes stratégiques en approvisionnement? On parle de culture d'entreprise. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ben moi, je vais poursuivre dans ma lancée. En fait, je dirais que souvent, on a tendance, puis plus on monte dans la hiérarchie, plus c'est ça, d'avoir un certain profil recherché, un discours recherché, des mots, une posture recherchée. Moi, je pense que les organisations auraient intérêt à réfléchir à ouvrir un peu le carré de sable pour permettre justement à des personnes différentes, d'intégrer et d'amener des nouvelles idées, des nouvelles couleurs, des nouvelles façons de voir. Et je pense que ça peut aider à avoir une belle mixité parce que justement, on se freine pas à l'entrée pour avoir juste une chose, mais on étire un peu là. Moi, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Je pense aussi que de reconnaître qu'on n'est pas tout à fait à égalité en termes d'évolution hiérarchique. Je pense qu'il y a encore les hommes bénéficient encore d'un petit pas d'avance de plus dans des hauts postes stratégiques. De prendre le pouls de ça, de se rendre compte qu'il y a encore un petit décalage, puis qu'il y a encore du travail à faire, puis que c'est à la limite, si dans votre organisation ça va bien, mais ça demeure quand même un équilibre fragile. On le voit dans le contexte mondial actuel, c'est quand même quelque chose auquel faut prendre soin finalement. Ouais, c'est fragile. C'est fragile effectivement. Donc mettre en place des structures qui favorisent le leadership le leadership féminin. Ça pourrait être des programmes de mentorat, des programmes de relève.
masculin et féminin, mais de prendre en compte effectivement là, qu'il y a encore ce décalage-là, puis d'avoir cette sensibilité-là lorsqu'on structure notre culture organisationnelle. Tout à fait. Plus on monte dans la hiérarchie, là, plus c'est plus rare de voir des femmes ou c'est plus en tout cas la balance est décalée un petit peu. Donc, effectivement, c'est peut-être aussi identifier les talents de notre organisation qui ont un potentiel à développer, qui ont de l'intérêt et du potentiel, puis les aider finalement à monter là, dans la hiérarchie comme ça, en leur offrant, comme le dit Patricia, du mentorat, du coaching, et même en développant des programmes peut-être de stage, hein, pourquoi pas, de stage dans des fonctions X, Y, Z pour qu'elle teste si elle aime ça et aussi voir l'organisation, est-ce que c'est un bon fit? Donc, c'est différentes stratégies comme ça qui pourraient certainement aider là, à ce qu'on retrouve une meilleure parité, surtout dans les plus hauts niveaux stratégiques. Là. Puis aussi peut-être dans des projets, dans des dossiers plus complexes pour les aider à ce qu'ils se développent aussi. Hein? Tout à fait. Mhm. Mais j'avais envie d'ajouter, Patrick, on n'a pas parlé encore du tout de ça, mais il faut dire aux organisations que congé de maternité, c'est pas si épeurant que ça. Tu sais, on va se le dire, là, à chaque grossesse, on va perdre à peu près 2 à 3 ans par rapport à nos collègues masculins, parce que pendant que tu es enceinte, tu n'as pas de promotion, pendant que tu n'es pas là, tu n'as pas de promotion, puis quand tu reviens, ben, ils jugent que ton bébé est tellement petit qu'ils vont pas te donner de promotion non plus. Fait que si tu as 2 ou 3 grossesses, tu vas perdre 2, 4, 6, 8 ans par rapport à certains collègues. Moi, en tout cas, je l'ai vu, je l'ai vécu. T'es pas considéré parce que tu es enceinte, puis tu vas t'en aller, donc tu es moins considéré. Fait que c'est sûr que tu prends du retard par rapport à tes collègues masculins qui, eux, sont en place. Et c'est moins vrai maintenant parce que le congé de paternité, mais ça fait pas si longtemps que ça non plus. Puis le congé de paternité, il fait moins peur que le congé de maternité. Le congé de maternité, il fait encore un petit peu peur. Moi, je pense que si on veut amener des femmes plus haut dans les organisations, il va falloir arrêter d'avoir peur de ce congé de maternité-là. Ça changera jamais le fait que c'est nous qui allons porter des enfants. Je pense que ça, on réglera pas ça aujourd'hui. Mais ça fait pas de nous des femmes ou des humains moins capables d'obtenir des postes de très haute direction. Ça fait, oui, qu'on perd un peu de temps pour accéder à ça parce qu'on est moins visible dans les organisations quand on n'est pas là. C'est tellement intéressant, Maggie, de glisser sur le terrain justement de la parentalité parce que un des freins justement pour les femmes d'accéder à des postes de plus haut niveau, ben, c'est justement leur obligation familiale qui des fois leur laisse peut-être pas suffisamment de temps à consacrer au travail. Puis moi, je suis justement dans ces questionnements-là, étant en congé de maternité, puis ayant eu 2 enfants là, assez rapprochés. Pour moi, c'est un gros point d'interrogation lors de mon retour au travail. Aurais-je encore autant de temps à consacrer à mon travail que je le faisais avant quand j'étais célibataire? Puis je me pose même la question des fois, si j'avais eu mes enfants plus jeunes, parce que je les ai eus sur le tard, serais-je à la même place au niveau de ma carrière? Puis la réponse est plate, mais probablement que non. Probablement que j'aurais attendu que mes enfants soient beaucoup plus autonomes avant de commencer à convoiter un poste de gestion. Mais la vie a fait que je n'ai pas été capable d'en avoir tôt. Donc, je me suis rendue là. Donc, les choses ont été inversées. Mais mais effectivement, c'est un frein pour les femmes, les obligations familiales. Et puis, je suis dans ces questionnements-là, donc ça m'interpelle beaucoup, même si ça ne répond pas nécessairement à la question. Là. Ben parce que j'ai même noté, j'avais pris une note de charge mentale. Parce qu'au-delà du congé de maternité qui nous freine, pendant que tu es enceinte, tu n'es pas considéré. Pendant que tu n'es pas là, tu ne l'es pas, tu reviens. La charge mentale est encore beaucoup sur le féminin. Donc, tu es au travail, tu es en train de penser à la garderie. Tu es à la garderie, tu es en train de penser au souper, tu n'as plus le temps, tu es couché le lendemain, tu es relevé. Le petit est malade, tu es encore coincé. Donc, ça reste quand même une charge lourde sur les femmes en général. Puis chapeau je veux dire, je suis moi-même chanceuse. Là. J'ai des hommes autour de moi qui partagent toutes ces charges-là, mais la charge de la famille, et ça, on le lira n'importe où, c'est écrit partout, elle est encore très, très sur les épaules des femmes. Donc, veut pas,
quand tu essaies de tout gérer en même temps, des fois, ça devient un peu complexe. Puis moi, je crois que ça nous freine parce que on va mettre les priorités à la bonne place. Et pour nous, souvent, et je comprends parfaitement, la famille va passer en premier, ce qui va faire qu'on va être moins fonceuse sur certains postes. On va avoir moins, on va jouer moins sur le risque parce qu'on protège l'acquis. On va y aller plus safe pour pas trop impacter ce qu'on a après 6 heures à faire. Ce qui fait que on va faire des choix calculés, peut-être beaucoup plus calculés que nos collègues masculins. Que signifie pour vous être une voix du changement? Ben, moi, je pense que c'est une grande question pour pouvoir changer les choses. Là, donc, pour pouvoir être une voix du changement, mais il faut être plusieurs. Hein, donc, pour pas nécessairement chercher à avancer seul. Moi, je pense que c'est une place où je pense que c'est un moment où on vient créer de l'espace pour que les autres puissent avancer avec nous aussi. Donc, je dirais que c'est peut-être de donner de la voix à ceux ou à celles qui existent, qui hésitent encore, d'aider à mettre de la lumière sur le talent des autres, soutenir, accompagner, encourager nos employés ou ceux qui veulent briller. Puis aussi, je dirais semer des graines de leadership chez les plus jeunes. Pour ma part, la voie du changement, c'est pas hésiter à remettre en question une façon de faire, une idée qui existe depuis toujours dans l'organisation. Donc, de ne pas hésiter d'amener peut-être une autre perspective, un autre point de vue par rapport à un problème X, Y, Z. On le traitait toujours de telle manière. Moi, je pense qu'il faudrait peut-être le regarder sous cet autre angle-là. Donc, de ne pas hésiter à remettre les choses en question. Ou si nous, on n'a pas des idées pour remettre les choses en question, ne pas hésiter à encourager aussi les gens, nos employés, qui amènent des perspectives nouvelles sur des problèmes qu'on regardait toujours de la même manière, de les écouter, puis de voir, OK, est-ce que sa solution elle nous amène quand même dans une bonne direction? Si la réponse est oui, tant mieux. Si la réponse est non, peut-être voir, il y a tout quoi là-dedans qui pourrait être repris. Donc, vraiment, de ne pas hésiter de remettre en question les façons de faire et d'écouter aussi ceux qui souhaitent le faire et leur donner une place. Mais moi, la voie du changement, honnêtement, j'en ai fait mon cheval de bataille. Très tôt dans ma carrière, justement, parce que j'avais envie. Moi, ce qui fait que j'existe, c'est que je suis là, c'est que j'ai envie de servir à quelque chose. Donc, ça, pour moi, je me suis dit, à quoi je vais servir? Ça en fait partie. Moi, d'ouvrir la voie pour d'autres personnes qui auront peut-être moins de misère que moi à faire le travail que je fais ou de se rendre où je suis rendue. Pour moi, c'était ça, être la voie du changement, c'est de défricher le chemin au pic puis à pelle, puis d'aller plus loin. Et ça, c'est du côté personnel femme, mais il y a aussi pour l'approvisionnement municipal. J'en ai fait ça aussi, mon cheval de bataille, depuis 2007, où on a créé différents regroupements, différents groupes de discussion, essayer de travailler, de parler d'approvisionnement municipal. Et depuis que je travaille à la Ville de Montréal en chaîne logistique, mon nouveau cheval de bataille, c'est de faire connaître la logistique municipale. C'est pour ça que je suis active sur les réseaux sociaux, que j'essaie de faire parler de nous. On fait des belles choses dans les municipalités. On fait beaucoup de belles choses. On est créatifs. On a souvent beaucoup moins de moyens que le privé. Et je pense il faut qu'on se fasse connaître. Donc, pour moi, être la voix du changement, c'est de faire la promotion puis d'être ambassadeur de quelque chose qui était avant en dessous du radar. Aujourd'hui, on en parle, on a parlé des chaînes logistiques, la COVID a fait sortir ça. Il y a eu la commission Charbonneau en 2010 a fait connaître l'approvisionnement. Mais tout ça, il faut que ça continue de vivre, il faut que ça continue de prendre sa place. Il faut que tous ces services-là qui n'étaient pas des services et qui étaient sous les finances, qui n'étaient pas des directions par elles-mêmes, existent aujourd'hui de façon autonome, ne sont plus en dessous des finances. Donc, on a pris notre place.
Et pour moi, c'est ça, être la voix du changement, c'est de collectivement faire valoir ce qu'on fait de bien, ce qu'on fait de mieux et la valeur qu'on crée dans nos organisations. Dernière question, panéliste. Si vous pouviez donner un conseil à la prochaine génération de femmes leaders en approvisionnement, lequel serait-il? Fais-toi confiance, fonce, puis il n'y en a pas de limite. La limite, dans le fond, c'est toi qui vas te la mettre. Ouais, prends le temps d'observer, mais en même temps, vas-y. Essaye. Puis il n'y a pas de mal à faire des erreurs. Il n'y a pas de mal à essayer des choses qui vont pas aller comme tu penses. Moi, je pense que le grand challenge, c'est pour les femmes, ce sera et ça restera encore justement de ne plus souffrir de ce syndrome de l'imposteur-là qu'on connaît toutes et qui fait que parfois on va avoir tendance à hésiter à mettre un pas en avant. Donc, tu sais, prenons cette place-là à côté de nos collègues masculins pour créer des environnements mixtes, intéressants, forts, variés. C'est tout à l'honneur de la société qu'on est en train de créer. Puis il faut poursuivre dans cette voie-là parce que je pense que c'est ça qui va faire que nos services vont être encore plus, encore mieux, meilleurs, je pense, pour les citoyens puis nos organisations aussi. Moi, Maggie, ça résonne ce que tu dis tellement. J'irais aussi dire de pas avoir peur de prendre la parole, même si on n'a pas toutes les réponses, surtout si on n'a pas la même réponse que tout le monde. Là, Marie-Michel t'en parlait tout à l'heure. Là. On a besoin de femmes qui questionnent, qui innovent. Je dirais aussi que je leur conseillerais de s'entourer de femmes inspirantes, des femmes qui ont pavé le chemin, en tout cas à tout le moins une partie du chemin avant elles. Et aussi de faire la même chose pour la relève qui va les suivre, donc de les prendre un petit peu sous leur aile aussi pour la suite. Mesdames et messieurs, dans cet épisode, nous avons découvert que le leadership au féminin en approvisionnement ne se définit pas par le genre, mais par l'impact. Nos panélistes nous ont rappelé que le courage, l'authenticité et la capacité d'influence sont des forces puissantes dans un secteur en constante mutation. Et nous ont montré que le leadership moderne ne repose plus uniquement sur le contrôle, mais sur la mobilisation, la vision et la collaboration. Être une voix du changement, c'est oser prendre sa place, c'est transformer les obstacles en opportunités, c'est bâtir un secteur plus inclusif, plus durable et plus innovant. Panélistes, l'épisode 7 tire à sa fin et encore une fois, des échanges de qualité et contenu pertinent pour tous ceux et celles œuvrant en approvisionnement. Je tiens à remercier chaleureusement mes panélistes pour leur présence et leur précieuse contribution aujourd'hui. Vous avez ajouté une belle dose de réflexion éclairante. Un grand merci également à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité depuis le début de ce balado. Patricia, Marie-Michel et Maggie, merci de votre participation et votre contribution à valoriser la profession. Mesdames et messieurs, mon nom est Patrick William. Faites partie du mouvement, faites partie du changement et aidez-nous à valoriser la profession. On se revoit le mois prochain avec Nancy, Maggie, Amélie, où nous parlerons de tableaux de bord et indicateurs de performance, mesurés pour mieux performer. Encore une fois, merci et à bientôt. Merci panélistes.